Bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez? Donc moi je suis Sophie Mounou, je suis praticienne hospitalier dans le laboratoire de biologie moléculaire ici à Necker. Et je m'occupe d'une part dans le cadre du diagnostic des maladies osseuses constitutionnelles de l'ostéogenèse imparfaite et d'autre part du diagnostic préimplantatoire en collaboration avec le docteur Julie Stéphane. Et donc je vous remercie de m'avoir proposé de vous parler aujourd'hui de notre activité, diagnostic prénatal et préimplantatoire. Alors on va tout de suite parler de l'encadrement légal de ces deux pratiques en France. C'est assez similaire pour ce qui est du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire. Donc ce sont deux procédures qui sont réservées à des couples qui ont un risque de transmettre une pathologie d'une particulière gravité et qui est reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Donc ça c'est très important puisque c'est toujours la première chose finalement qu'on va regarder quand on fait un DPN ou un DPI, c'est est-ce que la pathologie en question pour laquelle le couple demande la réalisation d'un tel diagnostic est recevable et d'une particulière gravité. Ce DPN ou ce DPI, il est forcément réalisé dans le contexte d'une consultation de génétique et cette consultation, elle est très importante puisqu'elle permet plusieurs choses, mais entre autres de déterminer le risque de transmission qui dépend bien sûr du mode d'hérédité de la maladie, soit un risque de 50% dans le cadre des maladies dominantes, 25% dans le cadre des maladies récessives. On a aussi des modes de transmission liés à l'X ou parfois des risques plus faibles dans le cadre de la possibilité d'une mosaïque germinale. On précise également le risque inhérent au prélèvement ainsi que le prélèvement qui sera pratiqué et on envisage aussi bien sûr la possibilité d'éviter un prélèvement invasif, par exemple en proposant une surveillance échographique. Le DPN comme le DPI sont réalisés dans des laboratoires de biologie médicale qui sont autorisés et qui sont encadrés par un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Il y a quelques petites particularités pour le diagnostic préimplantatoire. Celui-ci doit être limité uniquement à l'affection considérée. C'est un diagnostic, on ne peut pas faire un dépistage sur l'embryon. Et donc l'anomalie génétique doit être préalablement identifiée chez l'un des parents. Et en France, aujourd'hui, il existe 4 centres autorisés pour la pratique du diagnostic préimplantatoire, qui sont Strasbourg, Montpellier, Nantes, qui est le plus récent, et Paris. Alors, on va se focaliser maintenant sur le diagnostic prénatal, et je vais vous parler des différents prélèvements qui sont réalisables au cours de cette pratique. Celui qu'on peut faire le plus précocement, c'est un diagnostic de sexe fœtal sur une simple prise de sang de la mère. Ce prélèvement, il est réalisable à 10 semaines d'aménorrhée et on peut le proposer dans le cadre de maladies qui sont liées au sexe. Ainsi, par exemple, dans le cadre d'une maladie récessive liée à l'X, pour un fœtus de sexe féminin, le diagnostic prénatal ne sera pas poursuivi puisqu'un prélèvement invasif ne sera plus nécessaire. Donc ça permet quand même d'éviter un certain nombre de prélèvements invasifs. Dans la chronologie, le prélèvement suivant qui est réalisable, c'est la biopsie de trophoblaste ou biopsie de villosité choriale, qui est réalisable dès 12 semaines d'aménorrhée. Donc, comme vous voyez sur le schéma, c'est un prélèvement du futur placenta qui est réalisé le plus souvent par voie abdominale sous contrôle d'une échographie. Et le matériel prélevé, bien sûr, c'est du matériel fœtal. Donc ça, c'est ce qu'on réalise aujourd'hui le plus fréquemment. C'est un prélèvement qui entraîne un risque modéré, voire faible de fausse couche, qui est de l'ordre de 0,5%, mais bien sûr, il faut en informer le couple. Et puis, un petit peu plus tardivement dans la grossesse, à 16 semaines d'aménorrhée, on peut effectuer un prélèvement de liquide amniotique qui se fait à peu près dans les mêmes conditions, mais on ne prélève plus au niveau du placenta, on prélève au niveau du liquide amniotique, toujours sous contrôle d'une échographie, et le matériel récupéré permet d'étudier les cellules fœtales.
Le choix du prélèvement, il va dépendre de plusieurs critères. Déjà de la discussion avec le couple, du terme bien sûr, parce qu'aujourd'hui en général les gens veulent savoir le plus tôt possible, et aussi en raison du risque de fausse couche. Aujourd'hui il est estimé à peu près similaire entre la biopsie trophoblaste et le liquide amniotique, et c'est environ, comme je vous le disais, 1 sur 200. Alors là je vous montre l'exemple d'une biopsie trophoblaste. Donc, ce qu'on voit ici sont les villosités choriales. Ce prélèvement arrive au laboratoire sous cette forme-là. Et la première étape, c'est l'extraction de l'ADN à partir de ce prélèvement. Et vous voyez ici la méduse qui est obtenue après précipitation. Ensuite, il y a 2 grands cadres finalement pour le diagnostic prénatal. Soit on est dans le cadre d'un diagnostic prénatal programmé, c'est-à-dire que l'affection génétique elle est déjà connue dans la famille, le couple a déjà été vu en consultation, le risque de transmission est connu. C'est soit un couple qui a déjà un enfant atteint, soit un couple pour lequel un des 2 membres est lui-même touché par la maladie. Et l'autre grand cadre diagnostique dont on parlera un petit peu après, c'est toutes les anomalies échographiques qui peuvent survenir au cours d'une grossesse. Donc là, lorsqu'on est dans le cadre d'un DPN programmé, une fois qu'on a extrait l'ADN, plusieurs techniques vont être réalisées. La première, c'est ce qu'on appelle le diagnostic direct. Donc on va rechercher, on voit avec le pointeur ou pas tellement, hein. Alors, ici c'est bon ? Donc on va rechercher la mutation qui est connue dans la famille. Donc dans l'exemple de cet arbre généalogique, avec une dame qui est touchée par une maladie, le mode de transmission est dominant. La première chose qu'on fait, c'est on va rechercher chez le fœtus, donc ici, de la grossesse en cours, la mutation dont on sait que la dame est porteuse. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic direct. Ensuite, on va étudier des marqueurs qui se situent autour du gène, ici, et qui vont permettre de confirmer que c'est bien le chromosome porteur de la mutation, donc celui qu'on a dessiné en rouge ici, qui est commun à la maman atteinte et à son fils atteint. Et on le retrouve ici également chez le fœtus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic indirect. On ne regarde pas directement la mutation, mais ce qui se passe autour. Ça permet de confirmer par une autre approche, merci beaucoup, le résultat du diagnostic direct. Et enfin, toujours à l'aide de ces marqueurs microsatellites, mais qui peuvent être répartis sur d'autres chromosomes, on s'affranchit d'une contamination de l'ADN fœtal par de l'ADN maternel, puisque vous l'avez vu, à chaque prélèvement, que ce soit une biopsie trophoblaste ou un prélèvement de liquide amniotique, des cellules de la mère peuvent être présentes dans le prélèvement, et ça entraînerait des erreurs de résultats. Donc ça sont toutes les techniques de laboratoire qui sont mises en œuvre dans le cadre d'un diagnostic prénatal, et ça permet bien sûr de déterminer le statut du fœtus indemne ou atteint de la pathologie qui est recherchée pour ce diagnostic prénatal. Alors, je ne vais pas détailler ce tableau, mais c'est pour vous illustrer, depuis 2005, notre activité de DPN dans le cadre des maladies osseuses constitutionnelles. Donc, c'est un rapport sur 10 ans entre 2005 et 2014. 130 diagnostics prénatals ont été réalisés, qui ont permis de diagnostiquer un statut indemne pour 91 fœtus. Et juste si on peut regarder plus précisément sans tout détailler, pour vous dire que les demandes qu'on a le plus fréquemment concernent l'ostéogenèse imparfaite et l'ostéopétrose. D'une année sur l'autre, je n'ai pas détaillé, ça faisait vraiment un trop gros tableau, mais les demandes sont relativement stables par année et par maladie. Bien sûr, le volume des demandes, il est corrélé à la fréquence des maladies. Je pense que la fragilité osseuse de l'ostéogenèse imparfaite, c'est une des maladies pour lesquelles on est le plus régulièrement sollicité. C'est aussi en raison de sa fréquence. Alors, on va passer maintenant au deuxième cadre du DPN auquel on est aussi très régulièrement confronté. Donc, c'est un couple, cette fois-ci, qui n'a aucun antécédent. Personne ne connaît de maladie osseuse dans la famille, mais au cours d'une échographie, on découvre ce qu'on appelle un signe d'appel, une petite anomalie, quelque chose qui sort
de ce qu'on appelle du cadre normal d'une échographie. Et on va aussi, dans ce contexte-là, et je pense les cliniciens en première ligne, être sollicités par ces couples pour essayer de trouver un diagnostic. Malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Alors, il y a deux petites vignettes cliniques de choses qui, pour nous, au laboratoire, reviennent assez régulièrement. C'est peut-être pas représentatif de ce que vous avez vous en consultation, mais je pense quand même que oui. Donc, le premier exemple, c'est un couple qui va parfaitement bien, première grossesse, et puis découverte échographique dos longs qui sont un petit peu trop courts par rapport aux abacs qu'on a d'échographie. Et puis la deuxième situation, pareil, un couple sans antécédent particulier pour lequel, au cours d'une première grossesse qui jusque-là se déroulait sans aucune particularité, on met en évidence à l'échographie une incurvation au niveau des fémurs. Et dans ces deux cas, bien sûr, plusieurs diagnostics peuvent être évoqués. Donc, ces situations-là de découverte de signes d'appel échographique, elles sont extrêmement variées. Je vous mets deux exemples, mais je pense qu'on pourrait en citer des centaines. Elles nécessitent bien sûr une consultation spécialisée qui va permettre d'essayer d'évaluer la gravité du signe d'appel échographique ainsi que sa spécificité. Qui va juger de la nécessité de réalisation de certains examens complémentaires. Alors ça peut être de l'imagerie. Déjà, on peut répéter les échographies pour voir l'évolution. Bien sûr, on va être aidé par le scanner dans ces cas-là. Et puis, parfois par la biologie moléculaire, mais qui n'est pas forcément très performante dans le contexte et dans le délai court, finalement, qui est imparti d'une grossesse. Alors, par exemple, dans ce premier cadre-là, pour des os longs courts, bien évidemment, au départ, on était beaucoup sollicité pour des analyses du gène FGFR3, qu'on ne réalise pas au laboratoire. Je pense que déjà, si on le faisait pour chaque fois qu'on trouve des os longs courts, on en aurait 10 par jour. Et en plus, parce que si vraiment on a une suspicion d'achondroplasie, on sait que le scanner, dans ce cas-là, est d'une bonne aide pour le diagnostic. Et puis, dans le deuxième cadre, par exemple, devant des incurvations fémorales, où on peut hésiter parfois entre un diagnostic d'ostéogenèse imparfaite ou un syndrome de Stuve-Wiedemann, l'analyse moléculaire serait bien trop longue et elle n'est pas réalisable dans le délai d'une grossesse. Donc, cette consultation, elle est également primordiale pour évaluer le pronostic, parce que c'est très souvent là-dessus qu'on va se baser pour décider de la poursuite ou non d'une grossesse, et l'analyse génétique, elle est le plus souvent réalisée dans un second temps. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au diagnostic prénatal. Bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures, mais il faut aussi que j'essaye de vous faire percevoir l'autre versant de mon activité, qui est le diagnostic préimplantatoire. Alors cette fois, le diagnostic génétique, il ne se fait pas du tout au cours d'une grossesse obtenue naturellement. Il se fait bien en amont de tout cela, puisque c'est un diagnostic génétique qui est réalisé sur des embryons au 3e jour du développement, et ces embryons sont obtenus après une période de stimulation hormonale et de fécondation in vitro. Le résultat génétique, il est obtenu très rapidement, en 24 à 48 heures, soit par fiche, dans le cadre des anomalies chromosomiques dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui, puisque moi je m'occupe plus particulièrement du diagnostic préimplantatoire moléculaire, donc qui concerne les maladies monogéniques. Ce diagnostic, il permet de sélectionner les embryons indemnes de la pathologie en question et d'envisager un transfert dans l'utérus de ces embryons indemnes de la pathologie pour laquelle on fait le diagnostic, en général à J5 du développement, et on transfère 1 à 2 embryons sains. Alors, comment se passe la prise en charge des couples? Donc, les demandes de diagnostic préimplantatoire sont étudiées toutes les semaines au cours d'une réunion d'inclusion avec un généticien, un gynécologue et un biologiste de la reproduction. Et ces demandes, elles émanent le plus souvent de généticiens, mais ça peut être aussi des couples eux-mêmes ou alors des gynécologues qui suivent les couples.
Au cours de cette réunion, on étudie le dossier et la demande du couple. La première question qu'on se pose, et ça rejoint ma première diapositive qui concernait le cadre légal, c'est est-ce que la pathologie pour laquelle on nous sollicite entre bien dans le cadre légal du DPN et du DPI, donc c'est ce qu'on appelle l'éligibilité. Si cette première étape est validée, on s'intéresse ensuite à la partie gynécologique. Il faut bien s'assurer qu'une fécondation in vitro est envisageable pour le couple. Pour ça, on demande un bilan préalable masculin et féminin, mais le but est surtout d'évaluer ce qu'on appelle la réserve ovarienne, c'est-à-dire la capacité de réponse à un traitement hormonal. Le DPI, c'est une procédure qui est assez lourde. Si on pense que d'emblée, les chances de succès sont très limitées, on essaiera de ne pas entraîner le couple sur cette voie-là. Et enfin, il y a une validation génétique qui concerne la faisabilité technique du DPI, puisque dans la plupart des cas, techniquement, on est capable de faire le diagnostic sur une seule cellule embryonnaire, mais il y a quand même des couples pour lesquels l'analyse ne sera pas possible. Je vous en illustre un exemple tout de suite. Par exemple, lorsque la personne touchée par la maladie est la seule personne atteinte dans sa famille, le DPI n'est pas réalisable dans de bonnes conditions de fiabilité. En effet, pour le DPI, on ne fait pas d'études directes, comme on peut le faire pour le prénatal, où on recherche directement la mutation qui est responsable de la maladie génétique. Si on faisait uniquement ce test, on aurait un risque d'erreur assez important de l'ordre de 30%, qui est lié au fait que quand on travaille sur une seule cellule, on est confronté au phénomène d'allèle dropout, qui, en résumé, c'est une amplification spécifique d'allèle, et on pourrait ne voir sur l'embryon que ce marqueur qui correspond à l'allèle sain et ne pas voir celui qui correspond à l'allèle atteint. Donc ça entraînerait une erreur de diagnostic avec un embryon qui serait déterminé sain alors qu'il est atteint. C'est pour ça qu'on utilise une méthode qui est indirecte. Donc là encore, on va regarder des petits marqueurs qui se situent autour du gène, parce qu'on en étudie plusieurs, 3 à 4 par famille, et ça permet d'augmenter la fiabilité du résultat. Quand on a une seule personne atteinte par famille, cette étude indirecte, elle n'est pas contributive parce qu'on ne peut pas déterminer, vous voyez par exemple chez ce monsieur, si la mutation est portée par le chromosome bleu ou par le chromosome rouge. Quand il y a un autre individu atteint dans la famille, en comparant le résultat obtenu sur les marqueurs, on peut déterminer quel est le chromosome qui est lié à la maladie. Donc pour nous, techniquement, il est nécessaire d'avoir au moins 2 personnes touchées par la maladie dans une même famille. Sinon, on ne peut pas faire le DPI. Donc une fois que ces 3 étapes ont été validées, l'éligibilité, la faisabilité gynécologique, la faisabilité génétique, les couples sont convoqués en consultation pluridisciplinaire. Donc ça, c'est dans un délai à peu près de 5 mois après la première étude du dossier. Et c'est lors de cette consultation que la date de démarrage de la fécondation in vitro va être fixée. Et cette partie-là peut prendre 4 à 6 mois, puisque c'est à ce moment-là qu'on fait la mise au point génétique et qu'on s'assure de la faisabilité vraiment d'un point de vue pratique, en testant des cellules. Donc une fois que la FIV démarre, donc c'est un traitement hormonal qui est donné à la patiente, et au cours de cette période, on effectue ce qu'on appelle un monitorage, c'est une surveillance à la fois par prise de sang et aussi par échographie des ovaires. Donc vous voyez ici une image des ovaires avec des follicules qui sont très augmentés de volume sous l'influence des hormones. Une fois qu'on estime que les ovocytes qui sont contenus dans les follicules sont arrivés à maturation, on va déclencher l'ovulation, puis récupérer les ovocytes par une ponction folliculaire qui se fait par les voies naturelles, sous anesthésie locale ou générale, et qui permet de recueillir les ovocytes que vous voyez ici. Un spermatozoïde du conjoint va être injecté dans chaque ovocyte mature, ce qui va permettre d'obtenir des cellules à 2 noyaux qu'on va laisser se développer pendant 3 jours. Et si tout va bien au 3e jour, on a des embryons qui, à ce stade, ont à peu près 8 cellules.
C'est sur ces embryons qu'on va prélever 2 cellules. Donc on fait une petite perforation dans la zone pellucide de l'embryon qui permet de retirer 2 cellules sur lesquelles l'analyse génétique est réalisée. Et en 24-48 heures, on obtient un résultat soit d'embryon sain, soit d'embryon atteint. Et puis parfois, l'analyse génétique peut ne pas fonctionner, donc ça arrive qu'on n'ait pas de résultat sur les embryons. Alors, pour notre activité de diagnostic préimplantatoire moléculaire, on est amené à faire des diagnostics pour des maladies très diverses et variées. Les plus fréquemment étudiés sont la myotonie de Steinert pour les maladies dominantes et la mucoviscidose pour les maladies récessives. Et puis, on a fait quelques DPI dans le cadre des maladies osseuses. Alors ici aussi, c'est pour des couples avec un des membres atteint d'ostéogenèse imparfaite qui sont les plus fréquents. Mais vous voyez, ça ne concerne que 5 couples. Et les 2 maladies un peu plus bas en gris sont des pathologies pour lesquelles on a fait des mises au point, mais il n'y a pas encore eu de diagnostic. Donc en tout, pour les maladies osseuses, depuis 2000, on a effectué 29 tentatives de DPI et on a obtenu 4 grossesses. Et puis si on considère la globalité de notre activité, on a plus de 150 pathologies pour lesquelles un diagnostic a été mis au point. Et en tout cas, ce n'est pas du tout un écueil. Si un couple demande un DPI et si la pathologie n'a jamais été étudiée dans notre laboratoire, ce n'est pas pour ça que ce sera refusé. On fait une mise au point de toute façon quasiment pour chaque couple, même lorsque la maladie est déjà connue au niveau technique chez nous. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre du diagnostic préimplantatoire? Alors, on a des difficultés techniques liées au fait qu'on travaille sur 1 à 2 cellules de l'embryon. On compare souvent au diagnostic prénatal où des millions de cellules sont potentiellement étudiées à partir d'un prélèvement fœtal. Donc ça, c'est une difficulté technique qu'on sait pallier, mais ça peut quand même poser des problèmes d'interprétation des résultats. On a peu de temps pour le diagnostic puisque les embryons sont prélevés à J3. En général, on transfère à J5. Donc, c'est 24-48 heures pour rendre un résultat. Et quand on n'a qu'une seule cellule, on ne peut pas refaire. Une fois que c'est fait, c'est fait. On est aussi confronté à des risques de contamination du fait qu'on a très peu d'ADN. Ces contaminations, elles peuvent provenir soit des spermatozoïdes du conjoint. C'est pour ça qu'on fait une ICSI. On injecte un seul spermatozoïde dans chaque ovule. La contamination, elle peut venir aussi des cellules de la personne qui manipule, des cellules de la mère ou alors de fragments d'ADN présents dans le laboratoire suite à un DPI précédent. C'est pour ça qu'on travaille dans un laboratoire qui est dédié dans des pièces en surpression et le personnel qui est habilité à faire ce diagnostic, c'est aussi un personnel dédié. Et puis, on est confronté au problème de la qualité des embryons. Alors, si vous vous rappelez, 2 diapos avant, il y avait un très bel embryon à 8 cellules très joli, très régulières. Mais les embryons, ils ne sont pas tous comme ça. Parfois, ils sont déjà en cours d'arrêt de développement. Donc, les cellules se fragmentent. On a beaucoup de débris. Déjà, à ce niveau-là, la biopsie, elle est très compliquée à faire. Et en général, l'analyse moléculaire ne fonctionne pas très bien. Autre difficulté par rapport au diagnostic préimplantatoire, c'est que déjà entre le démarrage de la FIV et le transfert embryonnaire, il y a des couples pour lesquels la procédure s'arrête. Alors pour plusieurs raisons, soit c'est le traitement hormonal qui ne fonctionne pas comme on l'espère, avec une réponse qui est parfois insuffisante, qui est parfois trop importante, soit c'est la qualité ovocytaire avec des cellules qui lisent au moment de l'injection, ou alors la qualité embryonnaire qui ne permet pas une biopsie. Donc entre le début et le transfert, il y a à peu près 60% des couples finalement qui arrivent à bénéficier du transfert d'embryon. Et une fois qu'on a transféré un embryon dans l'utérus, les chances de grossesse, elles sont de 30%. Donc tout ça, bien entendu, il faut en informer les couples au préalable pour dire que c'est une technique qui est quand même lourde et qui ne marche pas à 100%. Alors, quelle est la fiabilité des résultats moléculaires et chromosomiques sur les embryons? Quel est le risque d'erreur? Alors, il est à plusieurs niveaux. Le premier, c'est le risque de transférer un embryon atteint alors qu'on pensait qu'il était sain. C'est assez rare, mais sur les données du consortium, ça a été évalué à 0,1% pour la partie chromosomique et 0,5% pour la partie moléculaire.
Et la partie qu'on n'arrive pas tellement à évaluer finalement, c'est le fait de ne pas transférer un embryon qui serait sain, puisque finalement ces embryons non transférés, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Il y a certains laboratoires qui réétudient systématiquement tous les embryons. C'est un travail qui est énorme et la plupart ne le font pas. Nous, en tout cas, on n'a pas les moyens matériels de s'assurer du résultat d'un embryon non transféré. Donc on se pose bien sûr la question de faire un prélèvement invasif une fois qu'on a la chance d'avoir une grossesse par DPI. Alors cette vérification pour la grossesse, elle est vraiment assez rare. Il faudrait qu'il y ait un gros risque d'erreur sur un embryon et que ce soit le seul qu'on ait pu transférer. Mais assez quasiment systématiquement, on vérifie à la naissance sur un prélèvement de sang du cordon. Et ça permet de rassurer les couples sur le fait que depuis 15 ans qu'on fait du DPI à Necker, il n'y a pas eu d'erreur. Alors, pour conclure sur ces deux procédures, pour le diagnostic prénatal d'une part, donc vous voyez en termes de volume, c'est quand même une activité qui est beaucoup plus importante. On a réalisé 130 diagnostics prénatals qui ont permis de déterminer un statut indemne pour 91 fœtus. Ce diagnostic prénatal, il a l'avantage de mener une grossesse dans un contexte de risque maîtrisé et de proposer la possibilité d'interrompre la grossesse en cas d'anomalie si le couple en fait la demande. Pour le diagnostic préimplantatoire, 29 tentatives ont été réalisées qui ont donné lieu à 4 grossesses. Il y a une petite précaution quand même à avoir pour le DPI dans les maladies osseuses lorsque la pathologie atteint la conjointe, puisque certaines fois ça peut être une contre-indication à un diagnostic préimplantatoire, ou alors on considère seulement le transfert d'un seul embryon. On ne prend pas un risque de grossesse gémellaire chez une dame chez qui ça pourrait être dangereux. Ce DPI, il assure au couple que l'embryon transféré sera indemne et il évite la situation difficile d'une interruption médicale de grossesse en cas d'un enfant atteint. Et bien sûr, il faut préciser au couple que les chances de succès sont limitées puisque les grossesses sont obtenues dans 30% des transferts embryonnaires. Donc le message vraiment qu'il faut retenir, et pourtant moi je fais du DPI tous les jours, donc c'est une bonne option pour les couples, mais quand même la meilleure chance pour eux d'avoir un enfant qui va bien, ça reste le diagnostic prénatal. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes pour les questions. C'était vraiment très clair. Quelles sont les personnes qui composent le comité qui décide de l'éligibilité? Vous avez Alors, il y a deux parties finalement. Pour le DPI, il y a la partie où donc, nous, on travaille en collaboration avec Béclair en fait, pour tout ce qui est FIV. Donc, on a une première réunion de discussion de dossier avec les gynécologues, les biologistes de la reproduction et les généticiens. Mais là, c'est ceux qui sont impliqués dans le DPI, donc c'est soit Julie Stéphane, soit moi. Et pour les dossiers qui peuvent poser un petit peu des soucis, ils sont systématiquement présentés au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Donc là, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment pluridisciplinaire. Donc il y a des gynécologues, des généticiens, et puis on appelle au cas par cas. Quand c'est des maladies osseuses, on demande avis à Valérie ou à un autre membre du centre de référence des maladies osseuses constitutionnelles. Et tout le monde ne peut pas venir tout le temps à la réunion, mais quand il y a un dossier qui concerne telle ou telle pathologie, on fait vraiment appel aux personnes spécialisées. Ça peut être des échographistes, il y a des psychologues, enfin voilà, c'est vraiment... on essaye de faire intervenir toutes les personnes qui peuvent être amenées à suivre le couple finalement. Voilà, donc c'est une décision qui est collégiale. Est-il justifié de faire des diagnostics pré-implantatoires pour des affections parfaitement bénignes comme l'hypochondroplasie, parce qu'il n'y a pas de traitement proposé et vous ne devez pas interrompre la grossesse? C'est peut-être pas des hypochondroplasies, monsieur. C'est probablement pas des hypochondroplasies, c'est des achondroplasies. Je pense qu'on ne fait pas de... Je me garderai bien de répondre oui ou non. Juste, ce que je peux vous dire, c'est que
c'est difficile de dire oui pour cette maladie on fait et non pour une autre on fait pas. Je pense que c'est vraiment étudié au cas par cas, que les couples qui ont émis ces demandes, alors je ne peux pas dire est-ce que c'est le bon diagnostic ou pas, il y en a certains que je connais et d'autres non, mais en tout cas c'est des couples qui ont été suivis longuement, vus plusieurs fois, et qu'il y a toujours certaines formes de la maladie qui peuvent paraître plus sévères que d'autres ou qui sont responsables d'une souffrance très importante qu'on peut entendre, et enfin, nous finalement on agit ponctuellement pour ces couples, mais eux après c'est toute leur vie qu'ils ont ça. Donc on ne peut pas répondre oui pour cette maladie, on le fait pas. Je pense que dans certains cas, on est amené à entendre des demandes de personnes qui sont en souffrance par rapport à ça et que ça nous a probablement amené à prendre en charge des couples dans ce contexte-là. C'est pas pour autant qu'on en fait beaucoup non plus, notre quotidien. On a une question ici. Allez-y. Non, je ne sais pas si c'est une question. Donc, vous m'entendez ? Oui. Oui, donc Daniel Luc de l'association des personnes de petite taille. Effectivement, il y a des personnes qui demandent le DPI ou le DPN. Et pour nous, à l'association, on respecte le choix des personnes et de manière éthique. Et il y a des personnes qui souhaitent nous contacter et on échange avec elles sans jugement. Et pour que c'est la personne elle-même qui peut prendre une décision pour elle-même et son enfant. C'est un couple. Voilà notre position. Je pense qu'on essaye de respecter aussi déjà d'écouter la demande et de la respecter et de pas. C'est vraiment du cas par cas. Tout à fait. Même si à l'association des personnes de petite taille, on a envie de vivre heureux petit. Ça n'est pas incompatible, voilà. Alors, 2 questions là. Il n'y a aucune arrière-pensée polémique dans ma question, mais est-ce qu'il y a une ligne budgétaire au niveau de l'assurance maladie spécifique à ce problème ? Je ne pourrais pas vous répondre. Je sais qu'il y a, le nombre de tentatives et le nombre de prises en charge par couple, il est limité. Pour le DPI, vous voulez dire. Le DPI, c'est vrai que ça coûte très cher. Je pense qu'en tout cas, pour une première tentative, on compte à peu près 10 000 €. Donc ça, c'est quelque chose dont on essaye de discuter avec les couples. C'est remboursé, c'est pris en charge en France dans la limite de 3 tentatives. Mais on essaye de les sensibiliser à ça parce que souvent... il y a une inscription en DPI et puis les gens font autre chose, ils ne nous tiennent pas forcément au courant et je pense qu'ils n'ont pas bien perçu le problème finalement. Après, est-ce que c'est une ligne budgétaire ? Je pense pas. Je pense pas. Mais en tout cas, le nombre de tentatives, il est limité. Aussi du fait du problème de coût. Je voulais vous remercier pour l'exposé qui était vraiment très clair, alors que c'est très compliqué normalement. Moi j'avais juste en rebond plus pour la filière, peut-être que le monde des échographistes est encore quelque chose qui en tous les cas pour beaucoup de maladies osseuses est un monde un peu inconnu et je suis pas sûr que cette profession-là soit toujours au top non plus pour diagnostiquer en amont les maladies. Il y a peut-être un boulot à faire particulier au niveau de la filière sur les échographistes. En tous les cas, c'est ce qu'on se dit dans plusieurs associations et il y a peut-être un travail particulier à faire. Merci Sophie, c'était vraiment très bien. C'était vraiment...